Le temps politique n'est pas celui de la presse. De tout temps, la presse est pressée. Cette semaine, Tiki Akadam a parlé à nouveau et la presse ne s'est pas fait plier. Le président du PNP s'est adressé aux Togolais. La semaine d'avant, c'était Maître Agbemé Kodio qui avait porté les mêmes habits. En vérité, les adresses au Togo ont longtemps été la chasse gardée du président de la République et puisque la nature a rendu du vide, plusieurs acteurs se sont désormais octroyés ce privilège. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le D12 vous retrouve comme tous les dimanches. Ce dimanche encore est comme de tradition pour évoquer le Togo de Fania Singbe, d'Agbemé Kodio ou encore de Tipi Akadama. Cette semaine, fort a passé du temps au Gabon et au Congo. Agbemé et Akadam sont restés dans le maquis et ils ne se sont pas privés d'un de leurs exercices favoris, à savoir analyser la situation politique au pays. Pour Tipi Akadam, l'Union africaine et la CEDEAO refusent de comprendre que le Togo est contagieux. Récemment sorti des élections remportées par Fania Singbe et contestées par Agbemé Kodio, ce Togo n'a visiblement pas existé pour celui qui s'est révélé bruyamment à la communauté un samedi 19 août 2017. Mais que veut réellement Tiki Akadam 3 ans après? Que propose-t-il? Une nouvelle fois une transition comme un certain Timoré, réaliste, utopique, imaginaire ou totalement ubuesque? Vous choisirez votre réponse, mais gardez-la dans votre tiroir puisque le leader du PNP pense même qu'il faut désormais ranger l'idée des élections au Togo dans les mêmes tiroirs. Le Togo démocratique devrait-il subir le même sort? Ce Togo aurait-il ainsi vécu? Tiki Akadam reste-t-il lu au cœur du jeu politique au Togo? Et que vaut aujourd'hui sa parole? Depuis 1990, la politique au Togo a toujours rimé avec la parole et avec même des formules, des plus ingénieuses aux plus fades et sans grand intérêt. Les solutions du Togo se trouvent-elles toujours cachées dans ces formules? Dans l'urgence, les Togolais attendent des solutions au coronavirus. Tchaodio, Soutoubois et Tchamba sont activement concernés. Ils sont même bouclés. Mieux, ils sont soumis aux mesures de restriction. Pour la première fois au Togo, un couvre-feu commence à 18h30. C'est du jamais vu. Même au temps fort des crises sécuritaires des années 90, le pays n'avait pas atteint, le pays n'avait pas fait autant. La on se prépare aussi au bouclage. Et puisque les coups-feux ont laissé de tristes souvenirs aux Togolais, le nouvel épisode va-t-il se poursuivre sans casse? Les derniers cas connus au Togo ont eu lieu à l'arrestation du président du MPDD. Ce jour-là, certains des militants et sympathisants de la DMK ont été arrêtés puis embastillés. 15 viennent de recouvrer la liberté, tout comme l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été relâché par les militaires de la junte au pouvoir à Bamako, soutenu contre la CEDEAO par plusieurs organisations en Afrique et au Togo, ils sont adulés et même célébrés. L'intrusion des militaires sur la scène politique ne constitue-t-elle pas un danger pour le processus démocratique en Afrique de l'Ouest? Donc, d'en citer un exemple pour la limitation de ces mandats présidentiels et sa relative stabilité politique, la CEDEAO, des troisième mandats, laquelle a porté un coup de grâce au prestige de la communauté. C'est Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, qui est avec nous, le D12 au 96 50 34 37 et puis 110 43 09 110. Romaric Fatas, c'est à la technique. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, bonjour. Bonjour. J'ai l'habitude de vous demander comment vous allez. Aujourd'hui, j'ai fait l'inverse puisque vous êtes le président du Parti des Togolais. La question, c'est de savoir comment vont les Togolais. Les Togolais sont dans un environnement, dans une situation qui les préoccupe. Vous avez évoqué tout à l'heure différents sujets de préoccupation politiques, sanitaires, sécuritaires, et tous ces facteurs sont aujourd'hui anxiogènes pour les Togolais. Donc les Togolais ne sont pas dans une sérénité qui devrait être celle que l'on attend pour contribuer, pour apporter sa contribution au développement du pays. On en est loin. Oui, ce que vous dites, peut-être que c'est vrai pour vous, mais quand on sort dans la ville de Lomé, par exemple, et on voit encore des Togolais, et nombreux dans les bars, on les voit faire la fête, et ils sont aussi nombreux dans les cérémonies d'enterrement. Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que les Togolais vivent normalement comme les autres peuples de la terre? Vous savez que beaucoup de gens, quand ils sont submergés de difficultés, se retrouvent dans les bars pour noyer leur chagrin dans le fond d'un verre. Et donc, vous ne pouvez pas considérer les gens qui parfois vont se récréer ou se divertir, et considérer que ce sont des gens qui sont absolument heureux et contents de l'environnement dans lequel ils vivent.
Oui, comme vous dites, cela peut-être que vous avez raison, je ne sais pas, mais il y a cette actualité que la presse relaie abondamment ces derniers temps. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, et ça concerne les suicides. On a constaté que ces derniers temps, de plus en plus de Togolais se donnent la mort. Il y a eu, il y a quelques jours, le cas de ce jeune coiffeur qui a abandonné ses tondeuses. Et est-ce que c'est inquiétant, tout simplement? C'est nécessairement inquiétant quand des gens décident volontairement de se donner la mort parce qu'ils sont acculés, parce qu'ils sont assiégés par les difficultés de la vie quotidienne. Et quelque autre que ce soit, c'est toujours quelque chose de triste et inquiétant. Et surtout quand ce sont des jeunes qui franchissent ce type de pas. Mais parfois, quand on prend du recul, on peut comprendre que l'environnement global dans lequel nous vivons est tellement oppressif au quotidien et que les perspectives pour les gens de voir leur vie s'améliorer, de voir leurs conditions de travail s'améliorer, de voir les relations humaines apaisées, eh bien, ces perspectives s'éloignent de jour en jour. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que des gens puissent dans un moment de fragilité et franchir ce pas qui est tout à fait malheureux. Quand on évoque les suicides, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, exemple de la France, à un moment donné où des difficultés ont contraint un certain nombre de Français à se donner la mort, cela a fait l'une des plus grands journaux, cela a suscité des réactions des acteurs politiques. Dans nos pays, on en parle un peu moins. On a l'impression que ce qui préoccupe les Togolais, les acteurs politiques, ceux qui dirigent même le pays, c'est moins ce sujet-là. Je pense que il est extrêmement tendancieux de dire que ce type de sujet n'intéresse pas les Togolais. Parce que ce sont des sujets graves, ce sont des sujets auxquels les Togolais sont sensibles. Et c'est aussi peut-être parce que ces informations ne sont pas suffisamment relayées par les médias. Et ces informations ne sont pas prises en compte par les pouvoirs publics. Et tout cela fait que c'est beaucoup plus, à mon avis, par manque d'informations sur ces sujets que les gens ne réagissent pas, ne s'expriment pas. Il faudrait que l'on fasse plus de campagnes de communication, de sensibilisation sur ces choses et que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur ces événements inquiétants. Les Togolais font ou franchissent le pas, et comme on peut le dire, on sait, il y a cet adage dans notre pays qui dit à Goubalano au cou, en réalité, les Togolais, ils sont très peu nombreux à faire ce pas-là, et ils commencent par le faire. Je ne sais pas si vous avez un message éventuel à transmettre notamment à ceux qui dirigent ce pays pour poser des actes qui éventuellement peut permettre à ce qu'on constate, ce qu'on peut appeler le dégel sur ce plan-là. Parce que certaines ONG estiment que les chiffres dans ces milieux liés au suicide, les chiffres sont inquiétants. Oui, s'ils le disent, c'est certainement fondé. Je pense que malheureusement, les pouvoirs publics ne semblent pas donner l'importance que le sujet mérite sur ces questions-là. Il est indispensable que aujourd'hui où la question du suicide commence à être présente au milieu des jeunes, même dans les établissements scolaires, on a déjà eu des cas de ce type-là, il est important que le pouvoir public se penche sur cette question et, de manière générale, assainisse l'environnement dans lequel nous vivons. Je disais tout à l'heure que les Togolais vivent dans un environnement anxiogène parce qu'il y a des difficultés de vie quotidienne, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes de santé, d'école, les conflits sociaux, les conflits politiques. Le Togolais n'est pas dans une vie sereine de manière générale. Donc, c'est normal que on soit stressé, on soit tendu et que cela parfois pour certains eh bien, conduise à des actes désespérés. Il faut que le pouvoir public se penche sérieusement sur cette préoccupation. Nous évoquons les suicides et la mort n'est pas donc loin la mort involontaire ou volontaire. Nous allons évoquer ou rester sur ce registre qui est plutôt triste pour parler de cette mort que nous avions appris ce matin. C'est celle de l'ancien ministre Kossi Ovo. Je ne sais pas si vous le connaissez. On sait que
Deux anciens premiers ministres ont quitté récemment le monde des vivants. Et on a eu aussi l'annonce de la mort de l'ancien ministre Pabré la semaine passée. Aujourd'hui, on apprend la mort de l'ancien ministre Kossi Evo. Est-ce qu'on peut évoquer une mauvaise saison et tout ce qui concerne des personnalités? Je ne pense pas que l'on puisse parler de mauvaise saison. Je pense que c'est dans l'ordre des choses que des gens qui naissent, vivent, puissent disparaître un jour. Et eux, on en parle, c'est vrai, parce que ce sont des personnalités publiques. Mais il y a toujours beaucoup de décès dans notre pays et il faut... c'est l'occasion pour moi de dire mes condoléances à toutes les familles de ces personnalités qui sont parties. Mais c'est dans l'ordre des choses. Dans l'ordre normal des choses, mais il y a une curiosité quand même quand on évoque les personnalités, notamment les deux anciens premiers ministres du Togo, et il y a d'autres anciens premiers ministres qui sont également morts, notamment celui du Gabon, et puis il y a des ministres. On a appris également la mort de l'ancien président Lissouba, l'ancien président du Gabon, il est aussi mort quelque part en France. C'est cette propension, finalement, à quitter le monde des vivants en étant très loin de sa terre natale. Parce que ces personnalités-là, elles vont chercher les soins de première qualité dans ces pays. Est-ce que c'est pas une occasion, quand même, pour reposer la question des structures sanitaires dans nos pays? Alors, là, vous partez du décès de quelques personnalités pour toucher du doigt un sujet qui est important, non pas pour les personnalités uniquement, mais pour tous les citoyens de notre pays et de nos pays en général en Afrique. Et donc, de voir que lorsque les personnalités tombent malades, se sentent obligées de quitter leur pays pour aller se faire soigner à l'extérieur, c'est un aveu d'échec pour ceux qui dirigent le pays. C'est un aveu d'échec parce que cela veut dire que tant pis pour tous les citoyens, pour tous les autres citoyens qui n'ont pas la possibilité, n'ont pas la capacité financière d'aller se faire soigner ailleurs. Et cela, on ne peut pas s'en contenter et c'est un sujet qui est sur la table depuis des décennies et des décennies, mais nous n'avons pas, nous avons plutôt le constat simple que les pouvoirs publics ne se penchent pas sur cette question et pas de construction de centres de santé, pas de construction d'hôpitaux depuis des décennies et des décennies alors que la population croît et les besoins sanitaires aussi vont en croissant. Tout cela fait que on se pose des questions sur le sens même de la présence au pouvoir, si ce n'est pas pour permettre à la population de pouvoir se soigner décemment, si c'est simplement pour laisser les gens mourir faute de soins, faute de médicaments ou faute de moyens financiers pour sortir du pays. C'est un aveu d'échec et on ne peut pas continuer dans cette situation sans que les pouvoirs publics ne prennent leurs responsabilités. On parle de ces sujets depuis tellement longtemps que on finit par se dire que ça n'est pas une préoccupation pour nos gouvernants. Sinon, on ne comprend pas que nous soyons toujours dans la même situation, malgré les dénonciations, malgré les récriminations, malgré la protestation des personnels de santé et même des mouvements de grève qu'ils ont pu organiser, tout cela pour sensibiliser le pouvoir public, mais au final, les politiques publiques en matière de santé demeurent une chose plutôt catastrophique aujourd'hui. On sait que quand on évoque les questions liées au centre de soins, il y a la structure qui porte le nom de Saint-Pélégrine qui doit sortir de terre quelque part au niveau d'Agonisé. Est-ce que c'était le début des solutions? Oui, bon, vous connaissez l'histoire de cet hôpital, puisque c'est comme ça qu'il a été qualifié, qui a été annoncé depuis quelques temps, et qui devait être opérationnel il y a déjà plusieurs mois, et on en est encore au bas du suivant, si j'ai bien compris. Et tout cela, ça ne fait pas très sérieux. On a l'impression qu'on s'amuse avec la santé des gens. Et on lance des projets parce que, bon, on le fait et dans la réalisation, on est loin de la réalité. Regardez au Ghana à côté, eh bien, chaque président qui vient, il construit un hôpital, si ce n'est deux. Nana Akufo-Addo est là, ça fait environ 4 ans, eh bien, il n'en a pas construit un, bien plus. Donc, au Niger, pareil, on a vu dans les médias un centre de santé ultra moderne qui a été construit. Je pense même qu'au Niger, ils ont décidé que les responsables politiques, les hauts cadres de l'administration n'avaient plus le droit d'aller se soigner à l'extérieur, si ce n'est dans les établissements du pays. Et au Togo, eh bien,
c'est toujours le dernier de la classe, même en matière de santé. C'est quand même quelque chose d'absolument triste pour notre pays. Nous évoquons donc la santé, la mort n'est pas loin, mais il y a quand même ce matin, parmi toutes les réactions suscitées par la disparition de Kossi Ovos, cette citation est tirée de la Bible, et je pense que c'est de l'Ecclésiaste, on parle de vanité, des vanités liées à la mort. Mais comment expliquer ou comment comprendre que cet extrait-là ne fasse pas véritablement effet sur les vivants? Et on sait que Ovos, je ne connais pas toutes ses possessions matérielles, je ne connais pas. Mais c'est une personnalité. Et on sait très bien qu'en Afrique, les personnalités, ça rime très souvent avec beaucoup de richesses, relativement. Mais comment comprendre que quand on est vivant, là, on se bat autant pour avoir toutes ces belles piscines et ces villas, et les plus belles femmes, les plus belles voitures, et on ne partage même pas pour certains. Comment comprendre qu'après, on quitte et puis on laisse tout ça. Et ceux qui sont derrière, qui sont vivants, ne pensent pas, eux, là, à partager. Oh, monsieur Attigo, on ne va pas faire de la philosophie à votre micro ce dimanche. Mais je pense que au-delà de la notion de possession de biens, ce qui est important, lorsque vous parlez des hommes publics, c'est de savoir ce qu'ils ont pu accomplir au bénéfice de leurs concitoyens, et c'est de savoir ce qu'ils ont eu comme réalisation au bénéfice de la population. Et le ministre est parti, les premiers ministres sont partis. Que dit la population aujourd'hui au sujet de ce qu'ils ont pu faire dans l'exercice de leurs fonctions? Je pense que c'est ce qui est important. C'est la marque qu'on laisse derrière soi. C'est la manière dont on a marqué la population de son sceau, de ses réalisations. C'est ce qui est important pour un homme public. Si après votre disparition, on ne peut pas vous identifier à quelque chose d'effectif que vous avez laissé pour la population, et bien ma foi, je pense que c'est bien triste. Une question personnelle, vous, est-ce que vous partagez? De manière générale, oui. Je pense que je suis quelqu'un qui donne beaucoup de considération à l'être humain et que j'ai conscience que la matière n'est que quelque chose je dirais, de volatile et je ne m'accroche pas à ces choses-là. Je partage beaucoup, je partage mes idées, je partage ce que je possède et je pense que la solidarité, c'est malheureusement une vertu qui nous manque de plus en plus dans notre pays. Et d'ailleurs, c'est par manque de solidarité que nous avons la mauvaise gouvernance. S'il y avait le sens de la solidarité bien prononcé, je ne pense pas que l'on pourrait diriger le pays en laissant des pans de la société croupir dans la misère. Et récemment, j'écrivais quelques lignes sur le niveau de pauvreté au Togo. À Lomé, nous avons plus de 30% d'habitants de la capitale qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le tiers de la population de Lomé vit en dessous du seuil de pauvreté. Et dans certaines régions, ça monte jusqu'à 77%. On ne peut pas diriger les gens et voir des concitoyens boire de l'eau boueuse tous les jours et que les choses ne changent pas d'année en année après 15 ans d'exercice du pouvoir. Ça, c'est un échec lamentable pour les dirigeants du pays. Donc, cette notion de solidarité, eh bien, ça couvre le bien-être des autres. Ça couvre la notion de pouvoir partager avec les autres le bien-être qu'on a soi-même. Et on ne peut pas se contenter du confort dont on jouit et fermer les yeux sur la misère des autres qui nous entourent. Quand on évoque la mort, les difficultés, que vous parlez même de solidarité, le monde en a sans doute beaucoup plus besoin par ce temps de pandémie et la crise sanitaire endeuille bien de familles, notamment au Togo aussi, mais à Lomé, puisque nous vivons à Lomé, on a l'impression que la Covid ne fait plus peur. Je ne sais pas si c'est juste une impression qui est une impression personnelle. Je ne sais pas si vous avez la même impression ou pas quand vous sortez dans la ville de Lomé. Je n'ai jamais eu l'impression que cette pandémie a été quelque chose qui a été suffisamment présenté dans sa
je dirais, dans ces risques pour que les Togolais prennent conscience du risque que cela représente. Et l'animation dans nos marchés, dans notre vie quotidienne, ça n'a jamais été, je dirais, à la hauteur de la précaution qu'il aurait fallu prendre. Et donc, ce que vous constatez aujourd'hui, moi je vous dirais que rien n'a changé dans les habitudes que nous avions depuis avant l'arrivée de cette pandémie. Et la seule chose qui a été, je dirais, modifiée dans les habitudes des gens, c'est lorsqu'il y a eu coup-feu et qu'on a été obligé d'être confiné de 21h à 5h du matin. En dehors de cela, la vie de tous les jours a toujours été tout à fait normale à ce que moi j'ai pu constater. Est-ce qu'il faut faire revenir le coup-feu? En fait, c'est vrai qu'on l'a à ce côté, à Tchaoudou, à Tchamba, à Soutoubois. Est-ce qu'il faut faire revenir, par exemple, cette restriction dans la capitale? Je pense que ce n'est pas nécessairement la solution par excellence, parce qu'il ne faut pas oublier que les conséquences d'une telle mesure aussi, économiquement et même socialement, ce sont des conséquences très élevées et très importantes. Et donc, il faut que les pouvoirs publics puissent trouver le juste milieu dans l'anticipation sur les choses, dans la prise de conscience de la population, dans la sensibilisation de la population, mais on ne peut pas simplement décider de tout boucler et se contenter de cela en se disant que ça suffit. D'autres pays l'ont fait et on se rend compte que bon, ce n'est pas ça seul qui suffit pour que les choses soient réglées. C'est clair que les autorités du Togo prennent des initiatives face à cette pandémie. Le gouvernement se réunit très souvent. Il y a des cellules qui sont dédiées à la lutte contre la pandémie. Le chef de l'État du Togo lui-même s'est adressé une fois aux Togolais. Et quelle est votre appréciation de la gestion que ces autorités affrontent de la crise? On a vu quand même que les décisions ont été parfois prises de manière un peu erratique comme ça. Hein. On n'a pas toujours eu l'impression d'une cohérence dans la gestion, et même si c'est vrai que il y a des communiqués qui passent, il y a des rencontres qui se font, comme vous le dites. On ne peut pas ne pas souligner toutes les bavures qu'il y a eu également, des gens qui sont morts dans la gestion par l'État de ces crises. L'État a été responsable de la mort des citoyens togolais dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Donc, nous avons vu comment l'assistance financière qui a été distribuée a été faite de manière complètement désordonnée. Moi, j'ai souvenir de personnes agglutinées devant les centres de distribution des quelques billets de banque où c'était pratiquement des endroits où le risque de contamination était encore plus élevé. Et donc tout cela ne semble pas être fait de manière coordonnée et de manière rationnelle. Mais ma foi, c'est le mode de fonctionnement de notre gouvernement et cela ne m'étonne pas beaucoup. Hein. La crise sanitaire et l'état d'urgence qui a été décidé, notamment pour la première fois en France, cette crise continue. Là, curieusement, la France a mis un thème à l'état d'urgence et le Togo est dans une sorte de recondition de cette mesure de restriction. Comment vous comprenez ça? C'est vrai que on a l'habitude d'accuser nos pays de marcher dans les mêmes pas des Français. Mais là, c'est l'inverse. La France a mis en avant cette mesures de restriction et par la suite, les Togolais l'ont copié, c'est vrai, il n'y a pas que le Togo, mais les Togolais continuent par l'appliquer. Et les Togolais, on constate qu'ici, il n'y a pas beaucoup de morts, même si les cas sont importants. Est-ce que c'est pas un truc finalement à mettre en avant venant du Togo? Vous savez que le Togo est un pays où la gestion par exception n'est pas une chose nouvelle. Hein. Et donc, l'état d'urgence qui est mis en place, je dirais, c'est tout bénéf pour ce pouvoir-là, qui peut prendre des décisions comme il veut et pratiquement sans s'en rendre compte. Et moi, je ne suis pas surpris que l'état d'urgence soit prolongé. Je ne sais même pas si la nécessité de cette situation d'état d'urgence est encore aujourd'hui avérée. Même sans état d'urgence, nous fonctionnons comme si on était toujours en état d'urgence.
Aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a beaucoup de cas, et c'est ça aussi, c'est une curiosité. On multiplie les émissions de sensibilisation. On rappelle aux Togolais qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas faire ça, et la situation serait beaucoup plus catastrophique, même à l'intérieur du pays. Je ne sais pas si vous êtes déplacé à l'intérieur du Togo ces derniers temps, mais à l'intérieur, il semblerait que les gens, ils n'ont même pas connaissance ces navettes qui sont utilisées notamment à Lomé, et certaines ne savent même pas qu'il y a la maladie. Comment comprendre cette méconnaissance ou ce laxisme notamment à l'intérieur du pays? Puisque le Togo, on rappelle que le Togo, c'est pas que Lomé. Mais ce n'est pas un laxisme de la part de la population, c'est une responsabilité pleine et entière du gouvernement. Vous savez, quand on pose des actes, il y a toujours des conséquences derrière. Le régime togolais s'est toujours évertué pour priver la population à l'intérieur du pays d'informations. D'abord parce qu'ils ont peur que ces gens aient l'information politique, mais aujourd'hui, ces gens n'ont même pas accès à l'information de manière générale. Et l'information sanitaire, aujourd'hui, eh bien, la population ne l'a pas à l'intérieur du pays. Et donc, cette propension du régime à vouloir tout décider à l'aune de la politique et à vouloir priver les gens de l'intérieur de toute l'effervescence politique, eh bien, aujourd'hui, la conséquence est que quand il s'agit de gérer une crise sanitaire, à l'intérieur, l'information ne passe pas. Et tout cela doit nous interpeller et doit ramener le pouvoir public sur le fait que la gestion de la chose publique n'est pas quelque chose de, je dirais, de dissocié d'un secteur à l'autre. Quand vous prenez des dispositions pour restreindre les libertés au niveau politique, eh bien, vous restreignez également les libertés dans d'autres secteurs de la vie quotidienne, la santé, l'école, etc. Et aujourd'hui, bon, voilà les conséquences que vous êtes en train d'évoquer. Les restrictions, elles sont là de nouveau. J'évoquais Tchamba, j'évoquais Soutoubois et puis Tchaodio. Mais la semaine prochaine, les mêmes restrictions vont tomber sur la préfecture des lacs, du moins au niveau de lac, de la commune lac Montréal. Donc, et, comment faire passer au mieux toutes ces restrictions? Parce que c'est vrai qu'il est difficile parfois d'associer droit de l'homme et état d'urgence, même si c'est un état d'urgence sanitaire. Comment faire passer au mieux ce qui constitue véritablement une pilule? Oui, malheureusement, nous n'avons pas au Togo une pratique très respectueuse du respect des droits de l'homme, notamment par certains membres des forces de sécurité et de défense. Moi, j'ai reçu des plaintes de jeunes qui nous indiquaient comment des membres de la gendarmerie, la police sont rentrés dans leur maison pour leur exiger le port du masque à l'intérieur de leur concession. Donc toutes ces dérives-là, ça dénote un état d'esprit du rapport entre les forces publiques, entre les forces de sécurité et de défense avec la population. Et ça, c'est un gros travail, c'est une grosse épine que ce gouvernement a dans les pieds. Et ma foi, jusqu'à présent, nous n'avons pas l'impression que les choses sont faites pour que la situation s'améliore significativement. Parce que au début de la crise sanitaire, on a parlé des morts, les bavures qui ont entraîné des morts. Eh bien, aujourd'hui, on continue de voir des gens qui sont poursuivis dans leur maison parce qu'ils ne porteraient pas les masques. Donc tout cela, ça fait vraiment désordre et ça nous éloigne de la préoccupation principale de celle d'assurer la sécurité de manière générale et ici la sécurité sanitaire des Togolais. À une certaine époque donnée, durant cette crise, on a vu, si je me trompe, vous me corrigez, l'implication de votre parti politique à participer à la lutte. Aujourd'hui, quel est le rapport que vous faites avec cette crise sanitaire? Est-ce que, par exemple, vous laissez tout dans les mains du gouvernement qui est là, ou vous continuez à distribuer, je sais pas, les masques, les gels hydroalcooliques, à donner des conseils? Qu'est-ce que vous faites? Je disais tout à l'heure que la gestion de la chose publique est toujours liée les unes aux autres. Les choses sont liées entre elles. Et à partir du moment où l'État togolais n'a jamais véritablement donné
de l'importance ou bien la capacité aux partis de l'opposition de pouvoir s'épanouir comme il se doit dans un environnement sain. Les pouvoirs publics ne donnent pas la possibilité aux chefs d'entreprise de pouvoir s'épanouir de manière comme il se doit en toute liberté. Il n'est pas aisé pour les citoyens d'être en mesure d'apporter une contribution, que ce soit la société civile ou les partis politiques. Il n'est pas aisé pour ces structures-là de le faire. Chacun le fait selon ses capacités et sans aucune, je dirais, sans aucune relation organisationnelle avec l'État. Alors que dans d'autres pays de la sous-région, je ne vais même pas très loin, dans la sous-région, la première chose que l'État a faite, c'est de rassembler les acteurs politiques et de leur demander comment nous allons ensemble affronter cette pandémie. C'est ce qui a été fait, presque partout. Au Togo, l'État, il est tout puissant, il se suffit à lui-même. Tous les autres acteurs, toutes les autres composantes n'ont pas de valeur à leurs yeux, et ils font leur petit bonhomme de chemin. Et les politiques, quand ils le peuvent, les partis politiques de l'opposition aussi font leur petite contribution. En clair, aujourd'hui, vous regardez ça. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, mais en fait, c'est ce que je veux savoir. Oui, mais vous ne pouvez pas poser cette question par rapport à ce que je viens de dire. Je dis que les partis politiques, et vous avez cité le nôtre, mais pratiquement tous les partis de l'opposition ont posé des actes dans ce sens-là, des distributions de masques, de sensibilisation, des distributions de gel, etc. Et les gens ont continué de le faire. En clair, vous avez des moyens limités. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Les moyens, c'est une réalité, mais c'est beaucoup plus une question d'environnement dans lequel nous vivons. C'est quel type... Est-ce que c'est pas cet environnement-là, par exemple, qui limite vos moyens? En réalité, il y a quand même... Oui, mais le manque de moyens n'est qu'une conséquence. Ça n'est qu'une conséquence. C'est pour cela que je parle de l'environnement dans lequel on vit. Quel type de relation l'État veut entretenir avec ses partenaires, je dis, de partis politiques de l'opposition. Quelle relation l'État veut entretenir avec les associations et de la société civile de manière générale dans la gestion des grandes questions qui engagent le pays tout entier. Eh bien, l'État ne s'engage pas dans la voie de collaboration. L'État s'enferme sur lui-même et fait les choses de manière en ostracisant les autres. Au devant donc de cette lutte, il y a le chef de l'État, il y a son premier ministre, il y a le gouvernement, il y a toutes les structures qui vont avec. Mais les Togolais avaient espéré au lendemain, ou les Togolais, pour certains, avaient espéré qu'au lendemain des élections du 22 février, qu'un gouvernement nouveau allait prendre la place et continuer la lutte. Mais visiblement, le gouvernement Selam Klassou n'a pas fini sa mission, visiblement. Et comment vous comprenez cela aussi? Eh bien, c'est complètement incompréhensible pour commencer. Dans une république qui fonctionnerait normalement, eh bien, on ne devrait pas assister à ce type de choses. Il y a eu ce qu'ils ont appelé une élection présidentielle. Il y a eu celui qu'ils ont désigné comme... Non, mais pourquoi vous dites ce qu'ils ont appelé une élection présidentielle? C'était une élection présidentielle. Ne polémiquez pas, sinon vous allez changer de sujet. Si c'est ce que vous souhaitez, on peut le faire. Et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, d'ailleurs. Non, mais en fait, qu'est-ce que vous avez à dire? D'accord. Mais dites-le. Écoutez, je vous dirais simplement que dans notre pays, les élections, quelles qu'elles soient, présidentielles ou législatives, ce sont des formalités imposées au pouvoir. Et le pouvoir n'a jamais considéré que une élection était un événement régulateur de la vie démocratique. Simplement parce que nous ne sommes pas en démocratie. Et on va certainement revenir sur ça, j'espère. Mais si vous voyez un peu la manière dont les élections se passent dans notre pays, ça veut dire que nous sommes complètement passés à côté de la réalité de cette institution élection. Donc, vous rejoignez quelque part cette dame qui disait cette semaine qu'il faudrait ranger dans les tiroirs l'idée même des élections dans notre pays. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que depuis 1990, il y a eu 7 élections présidentielles au Togo. 7. Et à l'issue de la septième élection, je tire la conclusion, après nos réflexions à l'intérieur du parti, la conclusion que nous avons tirée, c'est que 2 choses. Primo, le régime togolais est foncièrement fermé à l'ouverture démocratique. Ça, c'est un fait. Du moins, je dirais, ceux qui tiennent le pouvoir entre les mains,
je ne parle pas de tous les militants du NIR ou de tous les sympathisants. Non, je dis ceux qui tiennent le pouvoir, et ils sont quelques-uns, entre les mains, sont hermétiquement fermés à toute ouverture vers la démocratie. Ça, c'est une réalité. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est que l'élection a toujours été, depuis 1993 jusqu'en 2020, a toujours été un facteur de division de l'opposition. Ça n'a jamais manqué. D'accord? Quand on parle de ces deux principes-là, moi, ce que je veux partager avec mes concitoyens, c'est que les partis politiques doivent comprendre que la voie poursuivie jusqu'à présent, qui consistait à changer les tenants du pouvoir par l'élection afin d'asseoir une meilleure gouvernance, et bien cette voie-là a marqué ses limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons, nous, partis politiques, mettre de côté pour l'instant notre légitimité, notre besoin, notre volonté légitime d'accéder au pouvoir par une élection et de nous battre pour la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons ensemble définir ce que nous voulons. Et je vous renvoie au Mali. Vous prenez le Mali par exemple. Le Mali vient de connaître son 4e coup d'État. D'accord? Son 4e coup d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 coups d'État précédents ont échoué d'apporter la démocratie dans le pays. Et ils ont été obligés d'arriver au 4e. La conclusion pour moi, c'est que, eh bien, les gens n'ont pas défini ce qu'ils voulaient faire de leur pays. Quelle gouvernance veulent-ils avoir dans le pays? Comment asseoir la démocratie? Toutes ces questions de principe et ces projets politiques n'ont pas existé. On a fait un coup d'État et puis, eh bien, on est retombé dans les mêmes phrases qui génèrent encore un coup d'État, encore et encore. C'est pour cela que nous, ici au Togo, nous devons sortir de la course à l'élection pour nous poser les questions de savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays, quel État voulons-nous avoir. Indépendamment de qui dirige le pays, si nous définissons ce que nous voulons, eh bien, nous aurons ce que le peuple aura décidé. Voyez-vous? Alors que jusqu'à présent, nous avons pensé dans l'opposition que allons à l'élection, gagnons l'élection et nous allons tout changer. Mais l'expérience des autres va nous servir. Hein? Pareil pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils n'ont pas eu je dirais, de fréquences de coups d'État, mais ils ont eu la guerre. Mais la guerre qu'il y a eu n'a pas porté la paix dans ce pays-là. 10 ans après, toute la sous-région est encore inquiète de voir une dégénérescence de la situation en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous, Togolais, devons, je pourrais citer également la Guinée, même chose. Ça veut dire que nous, Togolais, qui n'avons jamais connu un changement significatif à la tête de l'État, nous devons tirer l'expérience de notre parcours et tirer l'expérience des autres pays pour définir ce que nous voulons faire de notre pays. Si bien que ce soit ceux qui sont là depuis 15 ans, et s'ils sont là, au moins que nous soyons à mesure de leur forcer la main pour qu'ils fassent la politique que le peuple veut. Et s'ils ne sont pas là, ceux qui seront là après eux, qu'ils soient également tenus de faire ce que le peuple aura décidé. Ce travail-là, nous n'en ferons pas l'économie si nous voulons avoir un pays qui sort un peu de cette situation. Ah, vous écoutez, le Togo ne fait pas véritablement toute exception dans la sous-région que ça. Si vous dites qu'au niveau du Mali, un certain nombre de questions ne sont pas véritablement posées pour maîtriser la démocratie, puisque vous citez 4 coups d'État, vous évoquez la guerre en Côte d'Ivoire et puis la situation un peu difficile aussi en Guinée, on peut citer d'autres exemples dans la sous-région. Est-ce que quelque part, il ne se pose pas une question structurelle qui va au-delà même de la sous-région ouest-africaine? Parce que quand on prend l'Afrique centrale, la situation semble être pareille, même si il ne faut pas la guerre, et c'est les mêmes qui sont là depuis des années. Alors, vous faites une lecture un peu trop superficielle de la chose parce que l'Afrique de l'Ouest avait quand même amorcé un processus qui a commencé à donner quelques frémissements de résultats. D'accord? Et on peut citer quelques exemples. Même si aujourd'hui, malheureusement, on observe un recul dans certains pays. On observe un recul. Et ça, c'est le fait des hommes. Et c'est le fait également que la société n'a pas été suffisamment construite de manière à ce qu'elle soit vigilante, qu'elle fasse la veille qu'il faut par rapport à la pratique de la politique
Et si bien que ceux qui sont venus après les changements, ils ont recommencé à faire les mêmes travers que ceux qui étaient là, et la société civile, la population de manière générale, n'était pas suffisamment outillée, suffisamment organisée et structurée pour être la conscience et la veille qu'il faut. Donc, c'est tout cela que nous devons définir pour nos États, parce que le pouvoir en place doit également, parallèlement à exécuter les charges qui sont les siennes, il faut que l'État prenne également en considération la nécessité de construire une société civile, de laisser le champ libre à une société civile de se développer, parce que c'est un partenaire de développement, la société civile. C'est un partenaire de développement, et si l'État n'assume pas cette responsabilité-là, eh bien c'est facile de sombrer dans les dérives et les travers sans qu'il y ait des garde-fous, des alertes, des lanceurs d'alerte, etc. Eh bien quand on a écarté tout ça, on a enlevé les balises, ça devient du dérapage et du dérapage non contrôlé. On parlait d'analyse superficielle de ma part, mais les résultats sont là. Entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, la différence, c'est peut-être les pays anglophones. Aujourd'hui, la question de la limitation du mandat présidentiel à 2, cette question avait été réglée dans une certaine mesure en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les verrous sont sautés. Et quand on regarde ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire, et quelque part là-bas, au Mali, on se pose des questions. Donc, ça veut dire que même si en Afrique centrale, c'est les mêmes qui sont là, on ne sait pas combien d'années fera finalement Alassane Ouattara. Il va faire le troisième mandat. Et en Côte d'Ivoire, on veut compter ce troisième mandat-là comme un premier mandat. Un peu comme au Togo. J'espère pour les Ivoiriens que non. Mais ce que j'ai voulu relever comme différence entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est que l'Afrique de l'Ouest a connu des pas en avant. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un recul. C'est indéniable. Mais il y a eu des pas en avant, ce qui n'a pas été véritablement le cas en Afrique centrale. C'est la différence essentielle que je voulais souligner. Ceci dit, c'est vrai que quand on prend le professeur Alpha Condé, qui a été un opposant historique, comme on l'a qualifié, et qui aujourd'hui au pouvoir fonctionne exactement de la même manière, finalement, ce que l'on retient, c'est que les gens sont marqués par leur époque. C'est vrai qu'il était dans l'opposition, comme le président Alassane Ouattara aussi était en dehors du pouvoir pendant longtemps, mais finalement, ils semblent tous être marqués par leur époque, où ceux qui étaient là avant eux, ils sont restés pratiquement toute la vie, et eux qui se viennent après, ben, ils veulent faire pareil. Et c'est ça le recul. Et je pense que la jeunesse ouest-africaine ne l'entend pas de cette oreille, et nous voyons les limites de la CEDEAO dans l'accompagnement de l'évolution en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO qui elle-même est essentiellement incarnée par ceux qui constituent les acteurs du recul. Et donc, c'est difficile que cette organisation joue son rôle comme il se doit, parce que ceux qui les animent sont les acteurs de ce que l'on est en train de reprocher aujourd'hui. Nous parlerons de la CEDEAO encore et encore, puisque la situation en Afrique de l'Ouest est une situation qui intéresse dans bien des capitales africaines, et nous reviendrons aussi sur l'intervention de Tiki Akadam, cette intervention qui a eu lieu cette semaine, et puis peut-être aussi l'actualité du parti des Togolais, c'est le parti qui, je ne sais pas, qui appartient aux Togolais quand on se réfère au nom du parti des Togolais. Nous avons 45 minutes encore devant nous et nous aurons cette actualité sans doute. Je rappelle les numéros pour intervenir dans l'émission 87 et 47 et puis 72 43 09 72. Notre invité du jour c'est Nathaniel Olympio, il est le président du parti des Togolais. L'émission évidemment d'aujourd'hui par le Malik Freitas. Moi je suis Pierre Ouatiogo. Les auditeurs, vous avez la possibilité dès à présent d'intervenir dans le débat et je rappelle également que ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde sur notre page Facebook et qui nous écoutent et peuvent laisser leurs questions. Nous ferons le plaisir de laisser ces questions dans le direct. Nous avons un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est Pélé. Oui, Pélé, comment vous allez? Oui, très bien. Ok, allez-y. Salut l'invité. Bonjour. Oui, je pense que il faut toujours critiquer un opposant togolais. C'est pas facile
Mais, la première préoccupation, c'est que au Togo, je pense que nous sommes dans l'impasse. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes quelque part, certains vont dire, certains Togolais diront que nous sommes dans la conservation. Certains Togolais diront qu'ils sont dans la tenance, parce qu'ils ont gagné les élections, et certains ont gagné les élections, ils conservent le pouvoir, certains ont gagné les élections pour aller à la tenance. Mais certains Togolais diront que c'est une transition. C'est vous qui cherchez maintenant une transition. Quels sont les rapports de force pour vous pour demander à un régime dictatorial de ce soldat qui est contrôlé par les armes et que vous demandez de faire une transition? Par quel moyen ce régime est décidé accéder à cette transition-là? Merci. Je peux vous poser une question? Oui, allô? Oui, mais en fait, il a dit qu'il cherche une transition. Je ne sais pas s'il a dit quelque part, je ne sais pas. Non, mais il était avec M. Ouro Dupar. Et aujourd'hui, M. Titi Achagam, M. Ouro Dupar avait quitté, parle aussi de la transition. Ok, bien, merci. J'ai l'impression que les Togolais sont suivis du tout et ne posent pas l'acte de la suite du tout là. J'ai noté votre question, il est là, il va vous répondre. Alors, je crois que le Parti des Togolais, depuis que nous sommes arrivés sur la scène politique en 2014, la première chose que nous avions cherché à faire, c'est de nous battre pour que le fichier électoral puisse être acceptable pour une élection présidentielle. Et nous n'avions jamais participé à une élection pour défaut de transparence et d'équité. Et donc, si l'on arrive à la conclusion qu'il faut passer par une étape de transition, ça n'est pas une requête, M. Pelé. Ce n'est pas une requête qui est adressée au gouvernement ou au régime. C'est simplement pour dire que le peuple togolais doit se donner le temps de la réflexion pour poser les bases de la démocratie dans laquelle nous voulons vivre. Et pour y arriver, eh bien, il faut obtenir ce passage transitoire de haute lutte. Le fait d'indiquer la voie pour arriver à la démocratie n'exclut pas qu'il faut se battre pour que cette voie-là soit réalisable. Donc, ce sont deux choses. Et ne pensez pas que lorsque nous, au Parti des Togolais, on parle de transition, nous n'exprimons aucune requête. Nous ne sommes pas allés demander au pouvoir en place, s'il vous plaît, permettez-nous de faire une transition. C'est quelque chose qui doit s'obtenir de haute lutte. Et il faut penser cette lutte-là. Et c'est pour cela que je disais, nous ne courons pas après un poste électif parce que nous ne pouvons pas changer les choses par une élection dans les conditions actuelles des choses. Il faut donc qu'on pense d'abord démocratie. Si nous pensons au changement des gens qui sont en place, eh bien ceux qui viendront feront exactement une chose qui sera similaire à ce que nous vivons aujourd'hui parce que nous n'aurons pas mis les balises qu'il faut. Et c'est ce que nous voyons dans les pays où il y a eu des coups d'État. On a changé les gens, mais on n'a pas posé les balises démocratiques qu'il faut pour que, quelle que soit la personne qui vienne, il puisse fonctionner comme le veut le peuple. Notre auditeur a évoqué votre présence ou votre apparition aux côtés de Boudipa et de Dimon Auré. Les deux, nous les avons reçus il y a quelques semaines ici et on n'a pas compris ce qui s'est passé par la suite. Eux-mêmes, ils ne l'ont pas trop bien expliqué aussi puisqu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a pensé que vous étiez parti pour être tractoire. Bon, écoutez, nous avions le 8 janvier lancé l'idée de la nécessité de partir d'un mouvement citoyen, d'accord? C'est-à-dire sortir du carcan partisan, sortir du cadre de nos partis politiques et de mener une lutte citoyenne. Et aujourd'hui, ils sont allés un peu plus loin en formalisant la constitution d'un groupe. Donc, cela n'a aucune, je dirais, opposition par rapport au fait que nous ayons lancé une idée ensemble. Eh bien, ils mettent en œuvre cette idée-là de la manière dont ils l'ont souhaité. Donc, il n'y a aucune, il n'y a pas de polémique là-dessus. Deuxième auditeur, allô?
Le deuxième auditeur, est-ce qu'on va l'avoir finalement? Ce deuxième auditeur, on l'a pas encore. En fait, notre ami évoquait, il disait qu'on est dans l'impasse. Il y a une curiosité quand même. Durant cette période, politiquement parlant, nous avons un chef de l'État qui a été déclaré vainqueur et qui, je ne sais pas si on dit qu'il peine à former un gouvernement, mais en fait, la réalité, là, il n'y a pas de gouvernement nouveau. Et puis, il y a Doné Kodo qui le conteste et qui, lui, a commencé par former un gouvernement, ou du moins a annoncé le nom d'un premier ministre, a nommé des ambassadeurs. Comment qualifiez-vous tout ce qui se passe là? Mais, tout cela, je le qualifie de conséquences de la dictature. C'est bien ça. Ce sont les conséquences de la dictature. Et c'est parce que, finalement, l'élection, on lui a enlevé toute la substance de sa régulation de la vie politique. Et à partir de ce moment-là, l'élection n'est plus l'élément qui permet de jauger le poids des candidats. Et si vous vous rappelez, tous les candidats qui ont participé à cette élection, y compris M. Agboime-Kodjo, lui-même aussi a dénoncé les conditions de manque de transparence, de manque d'équité, de tout ce que l'on peut espérer avoir dans une démocratie, dans une élection démocratique, eh bien, il les a dénoncés. Donc, ce n'est pas surprenant qu'au final, les résultats produits par ce qu'ils ont appelé élection ne correspondent pas à ce à quoi on peut s'attendre dans une démarche normale. Et les conséquences, c'est que il y a un qui est déclaré vainqueur par une cour constitutionnelle qui est beaucoup plus une chambre d'enregistrement où le président de la cour constitutionnelle a fait un speech lumineux d'Akalakou au chef de l'État. Et ça, je pense que les archives vont garder ça comme cas d'école enseigné aux étudiants. Et nous avons également M. Agboime-Kodjo qui, dès le départ, plusieurs rumeurs, plusieurs indications de certains partis politiques ont indiqué il faisait partie de ceux qui étaient en tête. D'accord? Mais quand vous avez ces éléments et connaissant l'état de notre pays en matière d'élection, on ne peut pas être étonné que nous nous retrouvions dans la situation actuelle. Allô, deuxième auditeur. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Pierre. Vous êtes en direct sur votre ordre, la question? C'est Taoufik. Oui, allez-y. Tout d'abord, je voudrais m'exprimer sur les décisions des chefs d'État là, de la CEDEAO. Depuis 2017, comment ils s'ingèrent dans la situation togolaise en passant par le Mali, la Guinée, tout ça là. Vraiment, nos présidents de la CEDEAO là, franchement, ils ont tous échoué. Et maintenant, monsieur le président, est-ce que la loi de la CEDEAO qui demande que les pays fassent deux mandats là, est-ce que c'est toujours en vigueur ou bien c'est annulé? Parce que moi, je ne comprends plus bien. Et puis, un certain temps, il y a des chefs d'État qui font 4 mandats, 3 mandats, et des gens comme ça. Comment est-ce que nous allons vivre dans une communauté comme ça là? Pourquoi d'autres pays vont toujours respecter 2 mandats et d'autres vont faire 4 ans et 5 comme ils veulent? Et puis, des théories de n'importe quoi. Merci. Merci, Taoufik. Je pense que la CEDEAO a un sérieux problème que je peux scinder en deux. Le premier volet, c'est que la CEDEAO compte en son sein des chefs d'État qui sont peu respectueux de leur constitution et de la démocratie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la CEDEAO vient toujours un peu en médecin après la mort. Vous prenez un pays où un chef d'État, élu ou pas élu, peu importe, un chef d'État qui est en place et qui viole allègrement la Constitution dans la gestion courante des affaires publiques. Eh bien, la CEDEAO estime qu'il s'agit d'une question intérieure et ne s'exprime pas du tout sur ces violations constitutionnelles. Mais il suffit qu'il y ait un arrêt de l'ordre constitutionnel pour que la CEDEAO s'exprime. Mais l'arrêt de l'ordre constitutionnel est aussi une violation de la Constitution. Mais comment donc les différents peuples
de l'espace communautaire peuvent comprendre que d'un côté, la CEDEAO ne dit rien quand c'est le chef d'État qui viole la Constitution, et de l'autre côté, la CEDEAO s'érige en gendarme du respect de la Constitution quand c'est l'ordre constitutionnel qui est brisé. Il y a là une chose que les peuples ne peuvent pas comprendre parce que c'est antinomique. La CEDEAO fonctionne d'une façon et d'une façon contraire. Dans le même cas d'espèce, respect de la Constitution. C'est pour cela que elle est en difficulté, cette CEDEAO, dans les différents pays, et que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, etc. La CEDEAO est en difficulté parce qu'en déphasage avec les attentes de la population. Elle a le devoir de se mettre en phase elle-même. Elle avait déclaré, et si je ne m'abuse en 2006, je n'ai pas la date précise en tête, qu'ils doivent transformer la CEDEAO des États en CEDEAO des peuples. C'est écrit au fronton du site de la CEDEAO. Transformer la CEDEAO des États en CEDEAO des peuples. Eh bien, ils en sont là aujourd'hui. Sur la question de la transition au Togo, finalement, j'avais compris que vous êtes partant. Vous avez partagé les mêmes idées. Ah, absolument. Ok. Absolument. Oui, en fait, la question que tout le monde se pose quand on l'évoque, c'est comment l'asseoir véritablement. Ben oui, comment l'asseoir de ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut la conquérir. Il faut conquérir cette transition. Il faut manifester. Ben, bien sûr qu'il faut manifester également. Mais est-ce que les Togolais n'ont pas suffisamment manifesté? Aucun peuple n'a jamais suffisamment manifesté quand il court après sa liberté et la démocratie. Jamais. Vous pensez que les Togolais ont encore la capacité de descendre dans les rues, de manifester aussi bruyamment, comme ils l'ont fait il y a un certain nombre d'années déjà, parce que quand on rappelle, le début des années 90, il y a beaucoup de manifestations dans notre pays, et puis ce qui s'est passé autour de 2017, 2018, c'est carrément du jamais vu. Est-ce que vous pensez qu'après ces échecs, les Togolais sont encore prêts à faire la même chose? J'étais dans votre studio en fin d'année 2015, vous m'avez posé exactement la même question. Est-ce que vous pensez que le peuple va encore pouvoir se lever pour manifester? Exactement la même question. Eh bien, l'expérience vous a démontré que oui. Donc, je pense que la quête d'une démocratie ou la quête de la liberté n'est pas quelque chose qu'un peuple négocie. Eh bien, il peut traverser des périodes, je dirais, de creux de la vague, mais il arrivera encore un moment où le peuple se relèvera. C'est toujours comme ça que ça se passe, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. On va retourner au téléphone. Allô? L'auditeur, bonjour. Bonjour, bébé. Oui, comment vous appelez? C'est comme Ok, vous êtes en direct, allez-y. une doléance, la seule ligne, nous ne nous satisfait pas. C'est-à-dire le Togociel ne marche pas. Donc, difficile à rentrer en ligne. J'ai deux questions à notre invité. Il dit tout à l'heure que les Togolais vont sortir. Et moi aussi, je suis convaincu que la population peut sortir à tout moment. Mais j'ai pu constater que c'est eux, les leaders politiques, qui retardent le peuple en deux volets. Et le premier volet, pourquoi eux, en tant que dirigeants de partis politiques, ils ne s'organisent pas pour balayer leur maison en faisant, je ne veux pas dire un seul parti politique, mais un seul système qui peut valablement concourir à un rapport de force. Parce que 6 mois après une élection ne font pas de gouvernement, ça veut dire que le gouvernement en place cherche un rapport de force et que peut-être la maison bleue est en train de le cacher. Deuxième question, pourquoi vous n'allez pas chez le peuple pour les organiser, les former? Je prends le cas de Tiki. Tiki avait formé des gens et quand il a claqué les doigts, le peuple a répondu. Maintenant, il semble que personne n'est sur le terrain, mais tout le monde veut le changement. Pourquoi cette situation, venant de vous, vous avez créé un parti politique et vous ne formez pas les gens? Bien, merci. Réponse. Je pense que si je voulais laisser M. Atiogo répondre à notre place, il vous dira qu'il sait que le Parti des Togolais est un parti très engagé dans la formation de la jeunesse parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous faisons avec beaucoup d'engagement. Ceci étant dit, M. Komi, je vais simplement vous dire que l'expérience que nous avons aujourd'hui nous commande de ne plus nous précipiter sur le terrain pour organiser quoi que ce soit en termes de mobilisation. Parce que
Les Togolais ont toujours été très mobilisés depuis les années 90 et c'est quelque chose que le peuple togolais sait faire avec beaucoup de réussite. Mettre en place une force de contestation, les Togolais savent le faire, ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Donc ça, ce n'est pas la préoccupation majeure de dire aller sur le terrain pour mobiliser. La question c'est, une fois que le peuple est mobilisé, que faisons-nous de cette force-là? Et c'est là où il faut se donner le temps de la réflexion, le temps de la construction, le temps de l'élaboration d'un projet politique qui va conduire cette force et qui va gérer cette force pour produire des résultats. Ne nous précipitons pas pour dire rien ne se passe sur le terrain, allons mobiliser les gens, allons manifester. Ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Il y a d'autres aspects à prendre en considération. Ça fait 30 ans que le peuple togolais se bat. S'il faut se donner encore 2 mois, 3 mois, 6 mois pour préparer les choses et faire le travail comme il se doit, mais donnons-nous le temps de faire ce travail. Il y a la question de Wilfried Bakpa, il nous regarde quelque part sur notre page Facebook, il dit comment est-ce que vous envisagez ou comment est-ce que vous définissez l'avenir du Togo en tenant compte des réalités politiques actuelles. L'avenir du Togo, ça n'est pas à moi de le définir, ça dépend de ce que les Togolais veulent en faire. Et pour ma part, ce que je souhaite, c'est que nous puissions définir dans quel Togo nous voulons vivre, peu importe celui qui dirige le Togo. Et si nous définissons cela ensemble, eh bien, on se bat pour qu'il en soit ainsi. C'est ça ma préoccupation. Et moi, le jour où les Togolais seront heureux dans leur vie quotidienne parce qu'ils auront un environnement d'épanouissement et qui permette à chacun de se réaliser, de contribuer à la richesse nationale, eh bien, je serai l'homme le plus heureux. Peu importe celui qui sera à la tête du pays en ce moment-là. C'est ça mon principal objectif. Est-ce qu'on a un auditeur? Allô? Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Allô? Bonjour, Oui, oui. bon. C'est ici. Oui, allez-y. Voilà. Je vais juste dire bravo aux opposants du Togo. Comme M. Olympio, comme tout le reste. Et comment se fait-il que depuis longtemps, on n'arrive pas à aller à l'alternance? Et le même régime est là depuis longtemps. Est-ce la faute à nos leaders d'opposition ou aux Togolais? On se pose beaucoup de questions. Et puis le reste, je reviens. Bien, on a compris, on a noté l'essentiel. Moi, je vais répondre à madame ici en disant que le fait que nous soyons encore là où on est dans la lutte, c'est la faute des leaders et rien que la faute des leaders. On ne peut imputer cette situation à aucun citoyen togolais parce que les citoyens togolais ont toujours répondu présent à l'appel des leaders. Il nous revient, c'est notre responsabilité de transformer la force de contestation que le peuple met à disposition. Il nous revient de transformer cette force de contestation en force de conquête et de changement. Et c'est pour cela que je le dis sans embâche, la responsabilité, elle est entière entre les mains des leaders. Est-ce que la difficulté au niveau de l'opposition, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de leaders? Je ne pense pas que c'est une question de trop de leaders. En revanche, je pense que c'est une question de compréhension de la manière dont il faut mener la lutte. Et on n'a pas besoin d'être 150, hein, vous savez, pour être porteur d'un mouvement ou être porteur d'une vision. Non, on a simplement besoin d'avoir quelques personnes qui partagent les mêmes idées, qui partagent les mêmes objectifs, et ont la même vision, et qui partagent les mêmes démarches pour que les choses s'enclenchent. D'accord? Donc, c'est pour cela que il faut se donner le temps de cette réflexion, le temps de la construction de cette vision, de ce projet, et que les gens qui vont porter ce projet puissent savoir où ils mettent les pieds avant de commencer à, je dirais, solliciter encore la mobilisation de la population. La question de Kofi Yves depuis Didogomé, et je lis sa question.
certains observateurs trouvent derrière les mesures de restriction prises récemment par le gouvernement dans certaines villes du Nord une connotation politique. Est-ce que vous avez la même appréhension ou la même appréciation de cette mesure-là? Je ne peux pas dire que les décisions prises par le gouvernement dans la gestion de cette pandémie est dénuée de fondements politiques. Pas du tout. Moi, j'ai été le premier à dénoncer ce gouvernement lorsqu'il s'est agi de distribuer les petits fonds de soutien en exigeant les cartes d'électeurs. J'ai été le premier à le dénoncer. C'était un acte politique, hautement politique. Et donc, oui, et il a parfaitement raison que derrière les décisions qui sont prises dans la gestion, il puisse avoir également une connotation politique à la chose. Vous avez vu Pierre Chadam qui s'est adressé aux Togolais cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Vous l'avez écouté? Oui. Ouais, vous l'avez écouté. Et jusqu'à la fin? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'il a dit? Ouais, écoutez, je pense que un des interlocuteurs a évoqué ça tout à l'heure. Vous-même, vous avez évoqué la question de la transition. Et je pense que ce qui est important, c'est dans quel sens nous voyons la voie à suivre pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous recherchons. Et pour moi, et je le répète, nous devons sortir de nos cadres partisans. Et nous devons nous inscrire dans une démarche de lutte citoyenne pour établir une démocratie. La différence est extrêmement importante. Établir la démocratie. Si nous arrivons à établir cette démocratie, eh bien, plus personne ne pourra sortir de ce cadre démocratique parce que nous aurons planté les balises. Mais si nous luttons en allant à une élection en disant je gagne et je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, eh bien, tant qu'on sera dans cette logique-là, et ceux qui sont en place également, eh bien, ils font tout pour ne pas que les choses bougent. Mais si nous imaginons que nous arrivons à obtenir le cadre démocratique, mais au minimum, ceux qui sont là seront obligés de faire les choses comme il se doit pour le peuple. Ne fût-ce que construire les hôpitaux qu'il faut, les écoles qu'il faut, les routes qu'il faut. Et, j'ai pas mentionné ça, cette propension à l'utilisation des fonds de l'État à des fins privées, comme on le dénonce toujours dans la presse. Il y a encore sur la table cette affaire de 500 milliards dont personne ne sait quels sont les tenants et les aboutissants. Il y a eu l'affaire de la route Lomé-Vaughan. Jusqu'à présent, personne ne sait ce qu'il en est exactement. Il y a les scandales de la SNTP, il y a Sonaco, il y a des tas de sociétés ou des tas de sujets de détournement ou de deniers publics mal utilisés qui gangrènent notre économie et le gouvernement, le régime ne dit rien. Mais je pense que nous devons nous battre pour que si le cadre démocratique est arrivé, est effectif, eh bien, les gens qui détournent ou qui utilisent les fonds de l'État à des besoins privés, ils vont pouvoir répondre dans ce cadre-là. Mais tant que nous serons dans la course à prendre l'un la place de l'autre, eh bien, nous sommes toujours au statu quo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans ce message-là aussi, Pierre Chadam essaie de se replacer au centre du jeu? Écoutez, vous lui poserez la question. Vous l'avez écouté. Mais les intentions, c'est à lui que vous devez poser la question. Moi, ce que je comprends. Vous n'arrivez pas à les dire. C'est à lui que vous poserez la question. Ce que moi, je dis et je souligne, c'est que nous devons sortir du cadre partisan. Nous devons mener une lutte de citoyens, une lutte citoyenne. Nous devons mener une lutte de démocratisation et de liberté. Et c'est complètement différent d'une démarche électorale pour conquérir un poste électif. Ce sont deux choses différentes. Et j'ai envie de dire aux citoyens togolais que l'expérience que nous avons eue, vous ne devez plus vous laisser entraîner dans un processus électoral tant que les conditions n'auront pas changé. C'est la pire des choses. Bien, merci. On reviendra sans doute sur cette adresse, puisqu'il nous reste encore une vingtaine de minutes. Est-ce que nous avons un auditeur? On l'a au téléphone. Allô, bonjour. Mais allô? Mais l'auditeur qui était là, je crois qu'il va revenir. Mais aujourd'hui, que vaut la parole de Pierre Chadam? Parce qu'on sait que en 2017, quand il avait fait son appel à Jean-Pierre Fabre a répondu tout de suite. Les populations ont manifesté bruyamment dans les rues, dans plusieurs villes du Togo et à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, sa parole, on l'a écoutée, est-ce qu'elle vaut encore quelque chose?
Bah, vous en parlez, non? Donc c'est que ça vaut quelque chose, sinon vous n'en parleriez pas. Maintenant, Le fait d'en parler pour vous, c'est déjà suffisant. Ben, c'est vous qui en parlez, donc vous estimez qu'il faut en parler, donc on en parle. Et maintenant, quel est l'impact que ça a sur la population? Ben, c'est à vous de faire les sondages, faites les micro-trottoirs et puis vous verrez quel est l'impact sur la population. Mais je pense que justement, vous posez mal les sujets. Nous devons non pas nous préoccuper du poids que tel individu a au sein de la société, mais nous devons nous préoccuper du comment devons-nous faire pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens pour tout le monde. C'est ça la grande question. Mais si vous ramenez les problématiques à une question de personne, vous contribuez à cette polarisation que nous observons aujourd'hui dans l'espace politique de l'opposition. Il faut sortir de ce cadre. Non, mais en fait, ce que vous dites, peut-être que c'est vrai, mais ailleurs aussi, ce sont les hommes, ce sont les personnalités influentes qui ont insufflé la masse à suivre. Oui, tout à fait, mais je pense que ce sont c'est le contexte qui définit les choses. Je vais vous dire une chose. Dans le contexte de on n'a pas besoin d'hommes forts. Je vais vous dire quelque chose et vous allez comprendre ma pensée. Beaucoup de mes amis de l'opposition me disent il faut absolument aller aux élections législatives ou présidentielles parce que quand nous n'y allons pas, on n'a plus droit à la parole. D'accord? C'est une posture. Et moi, je leur réponds, quand la CEDEAO est allée à Bamako, elle n'est pas allée rendre visite aux députés. Elle est allée rendre visite à l'imam, au mouvement M5, etc. C'est-à-dire à ceux qui portent la contestation. On n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale pour porter la contestation. Donc, l'histoire de dire que je participe à l'élection pour ne pas perdre la parole, c'est une vue de l'esprit. Et il ne faut pas qu'on serve encore cela à la population togolaise. Nous devons comprendre définitivement que ce qui fait, je dirais, ce qui porte le leader, c'est le contexte, simplement. C'est la symbiose qui s'établit entre un individu à un moment donné et la population. C'est une relation humaine, ce n'est pas autre chose. Donc, on ne peut pas, ici, dans ce studio, définir, donner des points aux uns aux autres, etc. C'est une situation très volatile également. Et donc, laissons ces choses-là de côté, de personnes de côté, de poids des gens de côté, d'égotisme même de côté, pour nous insérer dans la démarche de construction de comment réussir la démocratie. Allô? Allô, je reviens, je suis ici. Mais est-ce que vous avez finalement mûri correctement votre intervention? Pardon, j'ai pas fini, c'est pour ça. Oui, en fait, oui, je sais. J'ai dit, hein. Oui. Est-ce que finalement vous avez bien peaufiné votre question? Oui, je l'ai peaufiné cette fois. Ok, allez-y. Je voudrais parler de l'Union européenne et de la CEDEAO. Et l'Union européenne est au Togo depuis 1963. Et elle nous promet des réformes depuis ce temps-là. Puis du coup, elle a disparu depuis. Comment M. Olimpio le comprend? Pour la CEDEAO, est-ce que je voudrais lui demander s'il pense que la CEDEAO existe encore après son coup de 2018 avec l'Afrique 14? Parce que pour moi, elle est enfin installée après le coup de 63 confirmé en 2005. Et puis, vous êtes 120 partis politiques, au moins 120 partis. Mais on remarque que sur les réseaux, on ne s'attaque qu'à M. Fabre et à son parti. Comment M. Olivier le comprend? Madame ici. Oui. Vous êtes de quel parti? Moi, je suis une citoyenne qui est contre l'injustice. Oui, vous avez posé la question dimanche passé, c'est pourquoi je pose la question. Je suis une démocratie, si on peut le dire. Mais je suis la justice. Ok, je suis tout juste. Ok, c'est noté, madame. L'Union européenne et la CEDEAO. Non, mais d'abord l'Union européenne. Je pense que c'est un sujet qui peut faire l'objet de plusieurs émissions. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que les relations entre les pays et les organisations sont toujours des relations empreintes d'influence. D'accord? Et que un pays cherche toujours à influencer un autre.
Et les pays les plus à même d'influencer sont les pays qui sont développés, qui ont une puissance politique, une puissance économique, une puissance militaire, etc., qui sont à même de mieux influencer d'autres qui sont plus faibles dans tous ces domaines-là. Donc, ne soyez pas en attente de quelqu'un qui viendra de l'extérieur pour nous aider à nous développer chez nous. Personne ne le fera. Et tous ceux qui viendront de l'extérieur vers nous, ben, ils ne viendront que parce que ils auront un intérêt à défendre, et ce qui est légitime. Hein. Si nous voulons, nous, un jour, ne plus subir de manière exagérée cette influence-là, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, limiter l'influence qui vient de l'extérieur. Si nous voulons limiter cette influence qui vient de l'extérieur, eh bien, nous devons être en mesure de nous forger intérieurement, de consolider notre économie, c'est de développer notre recherche scientifique, c'est d'être économiquement solide, c'est d'avoir une force militaire et une bonne puissance militaire, c'est d'avoir une recherche scientifique très évoluée, etc., etc., etc. Quand nous aurons renforcé tous ces domaines-là, systématiquement, l'influence extérieure va s'atténuer. D'accord? Bien, merci. La deuxième partie de la question, est-ce que la CEDEAO pour vous, c'est enterré ou pas? Non, je pense qu'on ne peut pas dire que la CEDEAO est enterrée, mais si je vais derrière l'idée qui peut se cacher, c'est est-ce que nous devons continuer à fonctionner comme ça avec cette CEDEAO-là? Et la réponse est non, effectivement. Bien, merci. Nous avons plusieurs questions qui sont laissées par les auditeurs. Je voudrais rappeler à l'endroit de nos amis auditeurs que ce serait bien de formuler correctement les questions pour que la transmission à l'invité soit beaucoup plus facile pour moi, notamment parce que même sur la compréhension, des fois, je peux me perdre, puisque nous sommes en direct. Il y a cette question, je vais lire quand même, c'est la question de Combé et Thomas qui nous regarde du côté de Paris. Je lis la question telle que je l'ai devant moi. Question pour votre invité, pour former la transition, c'est avec qui, s'ils ne veulent pas discuter avec Fort, ils vont prendre le pouvoir où? En fait, c'est ça, mais j'essaie de comprendre un peu le sens de la question et vous évoquez la transition. Je sais pas, Pierre Adam lui-même dit qu'il faudrait une transition sans Fort Gnassingbé, alors que Fort, c'est lui qui est là-bas à l'OMED 2. Vous faites comment pour vous asseoir à l'OMED 2? Bon, parce que si la question est posée comme ça veut dire qu'on ne réfléchit pas sur le comment on y arrive. Et le comment détermine tout. Donc, la question n'a pas de sens par elle-même. La question, c'est le comment on y arrive, qui est important. Il y a une autre question, c'est la question de Afuno, don de Dieu. L'opposition togolaise, surtout le parti des Togolais, est-elle prête aujourd'hui à travailler avec le chef de l'État pour le bien-être de la population togolaise? Je ne sais pas ce que ça veut dire travailler avec le chef de l'État, qu'est-ce qu'il comprend par là. Nous sommes près de 8 millions de Togolais et on n'a pas besoin de 8 millions de Togolais tous dans un gouvernement pour que les choses fonctionnent. Il y a la question de Gervagos aussi. C'est une question qu'il a laissée et je l'ai lu plusieurs fois. Et il parle de formation. Il dit que vous donnez de la formation. Et vous dites que vous donnez de la formation aux Togolais, mais quand on regarde les Togolais dans leur comportement dans la rue, on ne sait pas si véritablement vous leur donnez de la formation. Et des fois, oui, je vais lire aussi cette question. Et vous allez essayer de répondre à ce que j'ai lu plusieurs fois à la question de Gervagos. Et je n'ai pas trop bien compris. J'essaie de me remettre sur cette page pour voir si on l'a. En attendant de voir Gervagos sa question, je retourne de dire allô. Allô, bonjour. Bonjour. Gervagos lui-même. Ah, Gervagos, c'est bien. En fait, ça c'est bien là. Allez-y. Donc. Voilà, le pays est dirigé depuis plus de 50 ans par une même famille. Je voudrais savoir si on éduque le peuple, et les gens qui sont dans l'opposition disent le peuple, mais voir le comportement du peuple, tel que les rues sont bloquées, les vendeurs, donc voilà, la qualité du pays, et en plus, quand du coup on éduque le peuple, quand la population qui s'attaque entre les partisans des partis qui s'attaquent entre eux, et doit se comprendre par l'éducation qu'on donne aussi au peuple. Et de plus, quand le peuple est dans la rue, c'est l'opposition qui prend le devant, qui va en Europe, des fois chez
les gens de la CEDEAO, mais maintenant dans la CEDEAO, la situation dans laquelle nous avons mis et la situation dans laquelle nous met les pays encore. Et je voudrais savoir si il y a déjà que dans notre invité qui est le président de ce pays, est-ce qu'il serait membre de la CEDEAO? Comment est-ce que je vais comprendre ça? Faisons peu de fiction alors. Si vous devenez chef de l'État, vous allez faire partie, en fait, puisque certains parlent de club des chefs d'État qui ne veulent pas quitter le pouvoir, ou la CEDEAO des chefs d'État au détriment de la CEDEAO des peuples. Là, si vous devenez chef d'État, faisons de la fiction, que faites-vous? De la CEDEAO? Non, mais en fait, vous participez normalement comme les autres chefs d'État et vous alignez sur les décisions et vous faites un peu comme le Sardinien qui se démarque un peu ou le Nigérien qui n'est pas d'accord avec toutes les questions liées au mandat présidentiel. Vous faites comment? En fait, un seul pays ne changera pas la CEDEAO. Et le président du Guinée tout seul ne changera pas la CEDEAO. Nous devons, à l'intérieur de chacun de nos pays, faire évoluer les choses pour qu'il y ait un maximum de présidents de la République. Je ne parle pas de chef d'État. Le président de la République, c'est-à-dire des gens régulièrement élus, qui ont la légitimité de leur peuple. Il faut qu'il y en ait un maximum qui soient véritablement des démocrates à l'intérieur de la CEDEAO pour orienter et faire évoluer cette institution. Mais tant que nous aurons une grande partie des chefs d'État qui sont encore dans le principe de s'accrocher au pouvoir, eh bien la CEDEAO sera toujours copain-content comme elle est aujourd'hui. Vous faites là, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, vous faites là une démarcation ou une nuance entre celui qui est chef d'État ou celui qui est président de la République. Absolument. Mais en fait, quelle est la différence? Vous prenez, au Mali, nous avons eu plusieurs chefs d'État. Nous avons eu le général Amadou Soumarou Touré, quand il a fait le coup d'État, il était un chef d'État, il n'a pas été président de la République parce qu'il n'a pas bénéficié d'une élection, si ce n'est après coup, etc. Donc, quand on n'a pas bénéficié du suffrage légitime du peuple, eh bien, on prend le pouvoir par la force, eh bien, on est le chef d'État de fait, mais on ne peut pas s'arroger le titre de président de la République. Et pour moi, c'est clair et net. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'au Togo, nous avons un chef d'État et M. Faure Gnassingbé, à mes yeux, n'est pas un président de la République. En fait, est-ce qu'on ne peut pas dire que on peut le désigner comme chef d'État et président de la République? En fait, il y a eu des élections. Il y a eu, par exemple, la situation de 2005. Et puis par la suite, il y a eu les élections de 2010 qui ont été contestées, mais les élections de 2015 n'ont pas été aussi contestées que ça. C'est parce qu'il n'y a pas eu de tuerie dans la ville que vous estimez que c'est non, mais en fait, allez poser la question à M. Jean-Pierre Fabre, qui était le candidat à cette époque-là. J'ai fait une analyse beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'on a connu des situations. Vous ne pouvez pas réduire le nombre de morts à la légitimité de celui qui est en place. Je parle même pas de mort. Oui, mais vous parlez il n'y a pas de contestation. Donc, pas de la même façon. Oui, mais bon, ce n'est pas parce que c'est pas fait de manière plus vigoureuse que d'habitude que vous allez estimer que tout est normal. D'accord? Et c'est pas parce que un candidat à un moment donné se dit bon ok on m'a volé ma victoire mais bon je ne conteste pas, ça ne veut pas dire qu'on ne m'a pas volé la victoire. Donc je rappelle que selon vous en fait Faure Gnassingbé par exemple vous dites qu'il est le président de la République. Non, pour moi il est le chef de l'État. Il n'est pas le président de la République. Il n'est pas le président de la République. En fait ça c'est ce que vous dites on ne peut pas vous le refuser. Il y a cette question de Richard. Et lui, il nous écoute depuis Kévier, il dit, il me demande de vous demander, est-ce qu'il y a une idée ou un motif, si vous avez une idée, sur l'auteur de l'assassinat du colonel Madiba au centre, dans un camp militaire, mais en fait, ça fait partie de l'actualité. Il faut poser la question au général Yac, à tous les généraux maximum qui sont dans la commission d'enquête pour nous dire où est-ce qu'ils en sont. Mais justement, il y a eu cette commission qui avait été créée au lendemain de l'assassinat de ce colonel. On n'a plus parlé de cette commission-là. Je ne sais pas si vous avez des indiscrétions. Les indiscrétions, je pense que là, il faut pas se fier aux indiscrétions. Je vous suggère d'inviter les membres de cette commission. On les connaît, je viens d'en citer 2, il y en a d'autres. Il faut les inviter, leur poser la question parce que le peuple a besoin de savoir. Est-ce que vous pensez que ça va être facile de les inviter, de les avoir? Les invités, ça ne doit pas vous poser un problème des invités. Maintenant qu'ils acceptent, ça c'est un autre débat. Mais à façon de commencer l'émission,
je partage avec vous un certain nombre de difficultés de la presse togolaise, et les SMS et les mails et les messages qui sont très souvent envoyés par un certain nombre, dont moi, et à certains acteurs politiques. Il y a des gens comme vous, et vous prenez la peine de répondre. Et Pierrot, merci d'avoir pensé à moi pour l'émission de dimanche, mais je suis pas disponible. Vous voudrez bien reprogrammer mon passage chez vous. Je trouve cela vraiment très poli. Mais il y a aussi des acteurs, et ils ne vous répondent même pas. Et je parlais de mes prix un peu, on débattait un peu de ça avant que cette actualité ou bien cette situation vienne se greffer dans le geste. Comment faire venir facilement les acteurs publics dans les émissions publiques? Oui, mais Monsieur Pierrot, vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Nous vivons dans une dictature et vous voulez que les règles démocratiques s'appliquent. C'est pas possible. Donc, et si vous êtes dans un environnement sain de règles démocratiques, eh bien, chacun connaît le rôle des médias, de la presse, et on se comporterait de manière en adéquation avec cela. Donc, moi, ça me gêne un peu quand on parle de dictature. En réalité, c'est vrai que, oui, en fait, quand on parle de... Dites-moi ce qui vous gêne, je vous explique. Oui, c'est que nous sommes en apprentissage démocratique, ça fait 40 ans, et malheureusement, vous n'êtes pas seul à marquer qu'on est toujours en dictature, et c'est gênant vis-à-vis d'autres peuples qui font la même expérience que nous, qui ont commencé à lancer le processus dans les mêmes périodes que nous. C'est ça qui est un peu gênant. C'est gênant et pour nous qui sommes des médias, par exemple, quand j'évoque la situation dans laquelle nous sommes très souvent vis-à-vis d'un certain nombre d'invités, c'est difficile, c'est parfois insupportable. D'accord. Je vais vous dire quelques petites choses. Il y a des critères précis qui déterminent le niveau de l'état de démocratisation d'un pays. Et il y a des évaluations qui se font, il y a des classements qui se font. Vous prenez en Afrique, le pays le plus démocratique en Afrique, c'est le Cap-Vert. Dans les classements qui sont faits, c'est le Cap-Vert. Le Togo fait partie des derniers en Afrique. Nous ne sommes pas au même niveau que le Ghana, nous ne sommes pas au même niveau que le Sénégal, nous ne sommes pas au même niveau que plusieurs pays. D'accord? Et le Togo est toujours classé dans la même catégorie que la Corée du Nord. Dans la même catégorie que la Corée du Nord. Parce que les indicateurs sont similaires. Ouais, est-ce que c'est pas exagéré aussi? La Corée du Nord, quand même, c'est l'extrême. Je ne sais pas ce que vous appelez l'extrême. Mais vous dites que vous savez que c'est l'extrême, la Corée du Nord. Mais vous pensez que... Mais en Corée du Nord, nous ne pouvons pas faire cette émission. Mais laissez-moi parler. Si vous me coupez, les gens ne vont pas me comprendre. Vous pensez qu'au Togo, ce qui se passe n'est pas extrême? Quand on abat les gens dans la rue, à coups de fusil, vous pensez que c'est pas extrême? Non. Et mais quand vous dites aussi qu'on abat les gens dans la rue à coups de fusil aussi, c'est exagéré. C'est exagéré? Oui, je vous renvoie au 8 décembre 2018. Oui, mais en fait, d'accord. Je peux vous citer plusieurs dates comme ça. Oui, mais dites de cette façon, comme on abat les gens dans la rue. Oui, c'est un peu comme si tous les jours, dans la rue, c'est vous qui habitez tous les jours. Oui, mais en fait, la façon dont vous avez fait la je vous parle d'une réalité. Non, mais cette réalité, vous l'exagérez. Non, je ne l'exagère pas parce que il y a eu plusieurs cas où on n'a aucune réaction derrière. Je suis d'accord. Aucune suite derrière. Mais ça suffit si vous êtes d'accord. Non, mais en fait, le fait de dire qu'on n'abat les gens dans les rues. Mais oui, mais. Oui, en fait. Bon, comment voulez-vous que je le dise? Dites-moi. Pas moment. Oui, pas moment. Il faut nuancer. Ah bon. Il faut nuancer. Mais ça ne rend pas moins dramatique ce qui se passe. Même si vous voulez nuancer, ça ne rend pas moins dramatique ce qui se passe. Je suis content que vous soyez passé chez nous. Oui, mais l'épicerie, je regarde le... Oui, mais laissez-moi terminer une chose. Allez-y. Je vous dirais simplement que ça ne fait pas plaisir à Nathaniel Olympio ou à tous les Togolais qui disent que le Togo est une dictature. Ça ne fait pas plaisir. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons la fierté de brandir. Mais nous avons la responsabilité de le dire pour que les gens qui nous dirigent doivent comprendre que le peuple togolais a besoin de plus d'espace, de liberté, de démocratie. La question que j'allais vous poser pour finir, malheureusement on n'a plus de temps, c'est que tout le temps que vous venez ici, vous êtes toujours en chemise blanche et sans tache. Et c'est votre propriété là, et qui ça me plaît. C'est pas si nous allons vous imiter finalement parce que c'est une chemise
toujours nickel. Merci de nous avoir suivis, chers amis auditeurs. C'était Nathaniel Olivier, président du Parti des Togolais. C'est lui qui a suivi le rôle d'invité au D12 de ce dimanche. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Romani Fritas, merci. Je suis Pierre Roy, on se retrouve dimanche prochain. Au revoir.